Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir PO de la compagnie Pretty Ugly Company, les salsas faites à base de tomates qui seraient autrement perdues, périmées. Donc, j'aimerais ça te remercier PO d'être avec nous. Merci, merci de nous recevoir, c'est super le fun, super apprécié. Ça fait plaisir. Donc, je me présente pour ceux qui ne savent pas déjà. Je suis Louis Palacio, l'hôte de Né pour un gros pain, mais aussi le producteur et président de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On veut savoir notre question typique. Quel type de pain es-tu? Mais on a un petit intro. C'est quel genre de pain, toi? Sur quel genre de pain t'es? J'adore la question, puis j'y ai pensé toute la semaine quand tu me l'as dit. J'étais comme, quel genre de pain je vais dire? Mais je pense que ça va être plate, mais je pense que je serais une bonne vieille baguette française. OK. Je pense que ça serait ça, parce que je pense que tout le monde aime ça, juste avec du beurre, jambon beurre, peu importe, c'est bon dans tous les sandwichs. Puis tu peux l'amener partout. Fait que... Ah, puis quand c'est frais, là, ouais. tu manges ça, puis tu t'arraches des bouts, puis tu te rends pas à la maison. Ouais. C'est quoi la question la plus funky que tu as eue là-dessus sur quel genre de pain? Mettons un croissant, pain? Ça compterait-tu? Ouais, ça compterait. Tu pourrais dire croissant. Encore une fois, il y a du beurre. Fait que tout véhicule qui a du beurre dedans, moi je pense ça. Okay, je m'associe à ça, ouais. That's nice. Ben, merci d'avoir partagé ça. Maintenant, on veut apprendre un petit peu plus sur ta compagnie. Donc, tu as la caméra juste ici. On aimerait entendre ton pitch. Donc, Pretty Ugly Company, c'est une compagnie québécoise qui est spécialisée en économie circulaire. En ce moment, on a sorti une gamme de salsa qui est disponible dans toutes les IGA au Québec, qui sauve 2 livres de légumes par chaque pot de salsa qu'on produit. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir un produit qui en fait plus, sans friction pour le consommateur qui veut prendre un bon produit à l'épicerie. Puis évidemment, le Pretty Ugly Company, il va y avoir d'autres produits qui vont venir se greffer à ça, avec tout le temps comme but de maximiser notre impact environnemental en faisant des affaires. Fait que c'est à peu près ça, le Pretty Ugly Company. Wow. Right on time. Ben, merci de nous partager ça. Je pense que ça donne une bonne idée. C'est ça un petit peu l'objectif du pitch, là, présenter un petit peu le tout. Mais sans plus tarder, on va aller dans la première section pour découvrir et en apprendre un petit peu plus sur ton parcours. Comment tu gagnes ton pain? C'est assez simple. On veut savoir comment tu gagnes ton pain. Donc, d'abord, peut-être nous dire un petit peu comment tu as commencé ta carrière. Est-ce que tu es allé à l'université? Comment tu as commencé ça? Carrière, c'est un gros mot, mais oui, on est allé à l'université. Je suis allé à Bishop en politique internationale puis en économie, ce qui m'aide à sa façon dans mon parcours entrepreneurial au day-to-day, mais c'est surtout mon côté restauration qui m'a vraiment aidé à ce qu'on fait en ce moment, vu que c'est vraiment axé sur la bouffe. Donc, tout au long de nos études, on a fait 10 ans de restauration. Je dis « on » parce que c'est moi puis ma copine qu'on s'est rencontrés en restauration, ça fait déjà 7 ans. Puis c'est vraiment l'amour de la bouffe qui nous a porté à nous lancer en agro, si on veut, en agroalimentaire, avec un produit qui nous ressemble, vu qu'on a tout le temps trippé sur la bouffe. Au début, on voulait ouvrir un restaurant, mais la COVID est arrivée, puis thank God, on n'a pas... on s'est pas ouvert un resto. Mais non, c'est ça, on a passé à peu près 10 ans en restauration, à différents postes, serveur, gérant, on s'occupait de la carte des vins, tout ça. Puis c'est là qu'on a vraiment réalisé qu'il y avait un gros problème de gaspillage alimentaire. C'est quand on travaillait en restauration, fait qu'on était confronté à ça au day-to-day. Puis on a toujours voulu se partir en affaires, si on veut, puis on s'est tout le temps gratté la tête en se disant qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui est cool. Fait que quand on est sorti de l'école, puis on a eu notre job d'adulte, entre guillemets, on s'est vite rendu compte qu'on était un petit peu hyperactif, puis qu'on c'était pas nécessairement pour nous, ou en fait qu'on n'était pas capable de vendre un produit dans lequel on ne croyait pas. Fait que rapidement, on s'est dit, on a tout le temps voulu se partir en affaires, on va se partir un produit qui nous ressemble, qui fait quelque chose pour l'environnement, puis qui c'est ça, qui nous ressemble. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis c'est un petit peu en mettant tout ce qu'on a appris, que ce soit à l'école, les jobs qu'on n'aimait pas, puis la restauration. On a comme tout mis ça ensemble, puis on a dit, let's go, on fait quelque chose à notre image, parce qu'il n'y avait jamais quelque chose qui nous motivait assez, juste pour se lever le matin, surtout Lise, là, qui se lève tard, là, mais avec la compagnie, elle se lève plus tôt. Mais c'est ça, fait qu'on a tout mis côté restauration, école, job ensemble, puis ça fait, on a une petite éclair
peut-être de génie, l'avenir va nous le dire, là, mais on a eu cette idée-là, puis on s'est dit, garde, c'est parfait, on a 25 ans. L'année passée, on avait 25 ans. Fait qu'on s'est dit, ben c'est le temps de se lancer en affaires, puis si on se plante, ben on se plantera, mais il n'y a pas de meilleur moment pour essayer quelque chose. Puis est-ce que tu avais des modèles là, autour de toi qui étaient entrepreneurs ou juste comme ça, tu t'es dit que c'était une bonne idée? Entrepreneur, oui, mon père il a eu sa compagnie pendant très longtemps de produits dérivés quand on était plus jeune. Puis sinon, on était une famille, en tout cas de mon côté, qui était plus en restauration que d'autres choses. Fait que j'ai tout le temps eu ce côté-là qui m'a tout le temps attiré. Mais ça a tout le temps été... faut tout le temps qu'on se dépassait chez nous. Fait que ça a tout le temps été ça, tout le temps se poser des questions. Si tu fais quelque chose, il fallait tout le temps que tu le fasses à 100%. Fait qu'on dirait que pour moi, c'était comme naturel, peut-être un petit peu à cause de mon père, ou un petit peu le côté restaurateur qu'il y avait dans la famille. Tu sais, il faut tout le temps que ça bouge. Là. Fait que... Puis c'est là aussi, j'imagine, il y a eu l'idée à la base de partir un restaurant. Quand tu disais Ouais, exact. Une chance qu'on l'a pas faite, mais on aurait aimé ça, moi, puis là, c'est parti un petit restaurant, genre de 15-20 places assises qui nous ressemblent, le fun, des produits locaux, puis tout ça. Mais on s'est dit que la salsa, c'était un bon véhicule qui nous ressemblait parce que tout le monde connaît la salsa, ça rassemble tout le monde. Tu regardes un match de hockey avec tes amis, un match de soccer, première affaire que tu as, c'est la bière, des chips, de la salsa. Fait qu'on s'est dit, let's go, c'est un produit qui est rassembleur puis qui nous ressemble. C'est un produit, je pense, qui est facile à véhiculer. C'est pas, là, comme 10 ans, le genre de kombucha que les gens, ils savaient pas trop c'était quoi puis il fallait comme les apprivoiser. La salsa, tout le monde en mange. Puis ça garde le côté resto festif tout en étant une business un petit peu plus business puis moins dépendant de la COVID. Là. Puis c'est-tu en mangeant une croustille, je ne vais pas nommer toutes les compagnies, là, mais on la connaît, mais est-ce que c'est en mangeant une croustille que vous avez eu le flash que c'est la salsa ou c'est juste venu avec le temps? C'est juste venu avec le temps. Je pense qu'on a été un petit peu chanceux dans notre démarche, dans le sens que c'était l'été 2020, on avait eu l'idée vite, puis j'ai dit, mon frère savait des amis à la maison, puis j'ai fait, je vais essayer de faire une salsa de tomates fraîches, puis on va voir ce que ça donne. Puis j'ai mis 2 pots, un pot de nos amis Tostitos, puis un pot de la salsa que j'avais faite moi-même, devant les chums de mon frère, puis j'ai rien dit. Puis on démolit le pot de salsa que j'avais fait. Fait que là, j'ai comme, OK, on a peut-être quelque chose. Ça a resté sur la glace, puis comme 5-6 mois après, j'entendais de plus en plus parler d'économie circulaire, puis le problème du gaspillage alimentaire. Puis j'ai fait mes recherches, j'ai commencé à faire un plan d'affaires là-dessus. Puis on s'est rendu compte que, premièrement, la tomate, c'est un des fruits, légumes, le plus gaspillé au monde. Et juste au Canada, c'est 1,2 million de tomates par jour qui est gaspillé. Wow. Fait que, y a-t-il une raison pourquoi, les tomates spécifiquement? Ou... c'est très fragile, une tomate. Puis il y en a beaucoup, c'est très abondant, puis c'est très dans notre régime, tout le monde mange la tomate, mais c'est surtout qu'ils veulent tout le temps avoir la tomate parfaite, la tomate rouge, pas trop mollasse. Puis il y a tellement de sortes de tomates, puis il y a tellement de facteurs, puis ça bouge tellement vite que, au volume, ça donne qu'il y a beaucoup de pertes. Par exemple, si avec les distributeurs avec qui on fait affaire, par exemple, si on va les sauver directement dans un centre de distribution, qu'eux, ils achètent ça de partout, là, d'agriculteurs, peu importe. S'ils reçoivent des palettes de tomates qui sont déjà mûres, eux, ils savent qu'ils n'auront pas le temps de revendre la palette de tomates à les Sobeys, IGA, Métro, peu importe de ce monde. Fait qu'ils vont même pas prendre la peine des trios, peu importe, ils savent qu'ils n'auront pas le temps, fait qu'ils vont lécher. Fait qu'on a appris ça, plus on faisait nos démarches, plus on a appris à quel point c'est à la pointe de l'iceberg qu'est-ce qu'on connaissait, puis finalement, le gaspillage alimentaire, c'est énorme. Fait que la salsa, ça s'est avéré être, je pense, un des meilleurs véhicules pour sauver le plus de légumes possible, parce que c'est 2 livres de légumes qu'on sauve par pot, c'est 85% de tomates. On met beaucoup de légumes dans notre pot de salsa. Tandis qu'il y a d'autres produits que c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir un produit que tu peux dire qu'il est 100% fait d'économie circulaire dans le fond des légumes rescapés. Tandis que nous, on a trouvé un produit un peu par chance, mais qui en faisait vraiment, vraiment plus. OK. Et puis, il y a déjà des compagnies québécoises que je pense que vous connaissez bien qui avaient parti ça. Il y a peut-être des concepts similaires il y a 10 ans en récupération justement de denrées périssables comme ça. Est-ce que ça vous a inspiré aussi? Ça vous a donné confiance? Que vous avez travaillé avec eux? Parle-moi de ça un petit peu. Oui, vraiment. Puis tant mieux pour nous autres qu'il y a déjà d'autres entreprises comme les Loupes de ce monde ou la transformerie de Guillaume Quentin ou des trucs comme ça qui ont déjà un petit peu défriché le paysage de l'économie circulaire au Québec parce que notre job est un petit peu plus facile. Les gens, ils savent que c'est des produits de qualité qu'on utilise. T'sais, on a de moins en moins de commentaires de « Ah, mais tu utilises des tomates pourries, ton produit ne doit pas être bon. » Les gens sont plus éduqués qu'ils l'étaient vous le 10 ans. Merci aux gens qui ont pensé avant nous autres. Puis en même temps, ça a été des super modèles pour nous autres.
au Québec, il y a Loop que tout le monde connaît, puis on est chanceux, on s'entend super bien avec David, puis on travaille avec eux, on a fait un partenariat avec eux, avec leur volet B2B chez Loop, que eux, on travaille avec eux pour qu'ils fassent notre purée de tomates, qui nous aide vraiment beaucoup là-dedans, puis c'est plus il y a de gens en économie circulaire, je pense que plus le concept de l'économie circulaire gagne en popularité, puis ça fait que tout le monde est meilleur, puis tout le monde connaît ça, puis qu'on peut sauver plus de légumes. Je pense qu'il n'y a pas encore de compétition en économie circulaire. Je pense que plus il y a de gens qui œuvrent là-dedans, mieux c'est pour tout le monde, puis on s'entraide toutes. Là, c'est vraiment... on a vraiment été impressionnés en affaires. Tu sais, souvent, mon père, par exemple, qui disait en affaires, les gens sont rough, faut pas que tu fasses confiance à tout le monde, puis tout ça. Puis c'est vrai dans certains domaines, mais quand tu regardes les jeunes entreprises en agro, puis surtout en économie circulaire, le côté entraide, puis comme, hey, je vais te présenter lui, on va s'aider, on fait une collaboration, etc., est vraiment, vraiment présent. Puis on a été agréablement surpris. Puis sans ces gens-là qui avaient été là ou qui nous ont aidés, on ne serait pas ici déjà en 1 an. Fait que, c'est vraiment important dans la communauté. C'est un petit peu le principe de base de l'économie circulaire, right? Tu ne crées pas vraiment ou pas au complet ton produit, donc tu dépends aussi d'une certaine collaboration. Mm-hmm. Puis pour quelqu'un qui ne connaît pas l'économie circulaire, tu sais, le terme, je pense, est de plus en plus connu, mais comment tu expliquerais ça pour quelqu'un qui est nouveau? C'est donner une deuxième chance ou réutiliser quelque chose pour y donner une deuxième vie, que nous, dans notre cas, c'est des légumes ou des aliments qu'on peut consommer, mais je pense qu'on peut utiliser l'économie circulaire dans d'autres domaines aussi. Mais c'est vraiment prendre un déchet d'une entreprise puis la ramener dans la boucle ou dans l'économie pour pas que ça soit juste un déchet puis une perte, parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire avec ça. Ça peut être, on pourrait dire des friperies par exemple, ça peut être une sorte de forme d'économie circulaire, tandis que nous, c'est les surplus des uns, pour nous, ça fait des super bons produits, puis on les réinjecte dans l'économie, puis ça crée de la valeur, puis ça crée pas des pertes. Puis avant de passer à la prochaine section, j'ai une question que j'aime toujours bien poser, c'est est-ce qu'on est né ou on devient entrepreneur? Selon toi, vous êtes deux en plus, est-ce que tu aurais une réponse différente, tu penses? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que ça doit dépendre de chacun. Mais je pense que tu dois l'avoir un petit peu en toi, à la base, au début. Tu sais, avoir le côté un petit peu de vouloir te dépasser, de vouloir en apprendre plus, de vouloir connaître le plus de gens possible. Puis peut-être un côté, j'allais dire rebelle, mais pas rebelle, mais juste comme faire quelque chose à ton image. Puis tu veux faire quelque chose qui te ressemble selon tes critères à toi. Puis tu veux pas prendre aucune bullshit de personne d'autre, puis tu sais qu'il y a comme c'est toi le meilleur pour faire ça, fait que tu veux le faire toi-même. Mais je pense aussi que qu'est-ce qui fait les bons entrepreneurs, c'est d'être capable de prendre tout ce que tu as vécu dans ta vie pour répondre à un problème que toi tu as vécu, puis c'est avec ton expérience que tu deviens entrepreneur, parce que je pense pas que tu peux étudier, être entrepreneur, puis du jour au lendemain être un bon entrepreneur. Oui, ça va t'aider, mais il faut vraiment que tu sois une éponge, là, je pense, dans ce milieu-là. Absolument. Puis te dire rebelle, nous, on aime bien le terme mouton noir. Ouais, exact. On va à fond là-dedans avec ces macarons, donc c'est super intéressant. Mais c'est ce qui m'amène tranquillement à notre prochaine section. T'as-tu mangé des croûtes? T'as-tu mangé des croûtes? Donc, de retour de la cuisine de Karim. L'idée de ce segment, c'est vraiment de savoir un petit peu, est-ce que tu as mangé tes croûtes, mais quelles sont ces croûtes spécifiquement? Donc, je sais pas si tu as des anecdotes, par exemple, qui ont marqué ton parcours. Je sais que c'est 1 an quand même, donc le potentiel de faire des anecdotes, mais même avant ça, que tu dirais qu'ils ont eu un impact sur ton parcours entrepreneurial, on est très curieux d'entendre ça. Ouais, c'est ça, ça fait juste 1 an, mais ça a quand même bougé super vite, mais... Côté manger des croûtes, c'était quand moi puis Liz, on a commencé ça, on a eu l'idée de faire la salsa, puis c'est l'ancien restaurant où est-ce que je travaillais, le propriétaire, qui était super gentil, nous passait sa cuisine quand le restaurant était fermé, les dimanches, lundi soir, gratuitement. Ça nous a vraiment aidé à mettre sur pied le produit, puis l'accompagner, puis à faire nos tests, nos recettes, tout ça. Mais ça faisait qu'on se claquait des journées de malade en cuisine, à aller chercher des tomates, à emprunter le camion à mon père, à aller chercher 400-500 livres de tomates. Au début... on savait pas trop dans quoi on s'embarquait, mais on passait des 14h, 16h dans la cuisine, on sortait de là à 2-3 heures du matin juste pour essayer de produire, puis de fournir à la demande, puis exactement, on invitait nos amis, nos familles, ils venaient nous aider, tout ça, mais tu sais, c'était des grosses journées, mais ça nous a permis de vraiment connaître le produit, puis d'en apprendre, puis savoir comment ça se passe. Après ça, quand on a commencé à grossir, même si on est encore très petit, on est connecté à notre produit, puis on sait comment ça marche, puis on n'accepte pas
mettons, avec un sous-contractant ou peu importe, des gens qui veulent modifier notre recette, c'est non. Nous, on l'a fait pendant 1 an. On l'a fait les 2 mains d'un tomate à sortir à 2-3 heures du matin. On le sait, c'est quoi qui ressemble le produit à 100%, puis on veut que ça ressemble à ça, même à grande échelle. On veut pas perdre la qualité. Fait que ça nous a... c'est très humbling comme process, je trouve, de vraiment le faire day in, day out, puis il y a personne d'autre qui va le faire si tu le fais pas. Puis on a été chanceux parce que rapidement, on s'est fait approcher par Sobase, puis nous, on faisait ça les dimanches, lundi soir, puis on produisait 400-500 pots par semaine, gros max, puis on faisait tout ça, puis après ça, on allait étiqueter les pots dans le garage chez mes parents, pot après pot, on est en train de se développer des tennis elbow, là, presque. Pas de machine pour vous aider. Exact, pas de machine, rien. Puis quand Sobase nous a approchés, puis on dit hey, « Est-ce que vous êtes intéressé à rentrer dans toutes les IGA au Québec? » On est comme « Ben ouais, pas de stress. » Il dit « Est-ce que vous pouvez rentrer comme dans 2 mois? » On est comme « Ben ouais, pas de trouble, on va le faire. » Là, je raccroche, je regarde je suis comme... On est dans marde, là. On produit 400 pots par semaine, puis là, il faut produire comme 15 palettes, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça a été... il a fallu qu'on patine pour être capable de livrer la commande, là. Puis comment vous avez fait? Genre, j'imagine que c'est pas dans la même cuisine? Ou... Non. Ben là, nous, on est en sous-contraction à 100%, dans le fond. Donc, on fait affaire avec une équipe qui ont leur local, leur équipe, leur équipement. On a fait des tests pour que notre recette soit comme on la veut, justement. Puis quand on part une production, ben on s'arrange avec notre sous-contractant et son équipe. On produit tout là, c'est empoté, étiqueté, ready to ship par la suite. Puis je pense que c'est un beau modèle hybride, là, surtout pour les jeunes entrepreneurs comme nous qui n'ont pas beaucoup de moyens. On a parti ça en sortant de l'école, on a encore un crédit de marde personnel, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça t'aide à pouvoir scale up ta production sans avoir tout l'investissement, puis les frais fixes, puis gérer des employés, surtout quand les banques ne veulent pas le prêter parce que tu es jeune. Fait que ça nous a permis de produire pour Sobase. Puis heureusement, ben, c'est tellement une grosse machine qu'il y a eu quelques retards de date de lancement. Puis nous, ben, ça nous a aidé parce qu'en 2 mois, je pense pas qu'on aurait été capable de le faire. Là, fait que ça a été retardé un petit peu 2-3 fois. Ça a été parfait pour nous. Fait qu'on a été capable de bien s'enligner, faire un produit qui avait de l'allure à grande échelle. Puis on est rentré finalement au mois d'août, le 1er août dans toutes les IGA au Québec. De cette année? Oui, de cette année. Ça fait vraiment pas longtemps. Félicitations. Ouais, merci. Puis ça se passe comment déjà? Vous avez 2 mois de ça se passe super bien. On est bien content. Mais c'est ça, il y a des défis rattachés à ça. Comme dans n'importe quelle entreprise, il faut se faire connaître. Il faut faire connaître le principe de l'économie circulaire, même si on dit que c'est de plus en plus accepté. Faire connaître la marque. Puis le plus dur, ben, c'est de faire goûter le produit au client. Habituellement, quand il goûte, il reste puis il n'achète pas d'autres produits après parce qu'on est vraiment notre salsa est super fraîche puis ça fait vraiment différente. Puis en plus, on sauve des légumes. Fait qu'habituellement, quand les gens ils goûtent une fois, après ça, ils ne changent plus, mais c'est vraiment dur d'aller attirer l'attention du consommateur, puis c'est normal. Là. Il y a tellement de produits, ils ont tellement de choses à faire. Quand ils vont à l'épicerie, ils ont les épiceries, les enfants, la job, tout ça. Ils n'ont pas nécessairement tout le temps d'essayer un nouveau produit. Fait que c'est vraiment ça qui va être sur lequel on travaille en ce moment. Puis comment vous les rejoignez? Est-ce que, mettons, on connaît chez Costco, tu as toujours les samples et tout. Est-ce que c'est ça qui aide beaucoup? Parce que c'est quand même hyper compétitif, je pense, l'alimentaire dans les épiceries. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'industries aussi compétitives. Non, je pense que c'est vraiment une des plus compétitives. Puis une des industries qui demande le plus d'investissement. Là, c'est très capital intensive comme industrie en général. Tu as beaucoup de frais upfront, puis beaucoup de frais tout le temps qui se rajoutent. Mais ouais, je pense que ça passe par les dégustations, puis être présent en magasin, puis être proche autant de l'équipe qui travaille sur les planchers, que ce soit dans une petite boutique indépendante, dans des épiceries zéro déchet, que dans une grosse chaîne comme les GA. Eux, ils travaillent comme des fous là, sur le plancher. Là. Ils sont low staff partout. Fait que il faut que tu démontres que tu es là, que tu comprends la réalité, puis il faut que tu leur en donnes, il faut que tu les aides. Puis des dégustations, là, on est content, ça recommence là, après 2 ans qu'il n'y en a pas eu. Mais tout le monde dit que c'est vraiment la clé là, pour faire goûter ça. Là, on a fait une coupe de marché cet été, des dégustations dans des petites boutiques, puis tu vois vraiment la différence. Là. Les gens, quand ils goûtent, puis ils sont capables de mettre une face en arrière du produit après aussi, ça fait vraiment toute la différence. Il y a encore plus envie de supporter puis s'investir dans la compagnie. Ouais. Puis je trouve ça intéressant, tu m'as parlé juste avant aussi de votre processus un petit peu, justement, vous n'avez pas de capital nécessairement, vous êtes passé à travers des sous-traitants. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez garder au long terme ou c'est vraiment juste pour les débuts puis à un moment donné, vos marges vont pas être suffisantes? Ça dépend quand on peut voir ça. C'est sûr qu'éventuellement, on veut avoir notre propre place de production, surtout que nous, on est en économie circulaire, fait que des fois, il faut être plus flexible, plus agile. Il y a des agriculteurs des fois, puis ça nous brise le cœur, qui nous contactent, qui sont comme,
j'ai 2000 livres de brocolis que je vais acheter. Est-ce que tu peux juste la mettre en purée ou peu importe, des trucs comme ça? Puis vu qu'on est en sous-contraction, on n'a pas cette flexibilité-là, des fois, d'accepter des petits projets comme ça. Fait que ça, on aimerait vraiment ça, avoir notre usine pour pouvoir répondre à des projets comme ça. Mais je pense que c'est vraiment un beau modèle hybride pour commencer en sous-contraction. Il faut vraiment que tu sois proche de tes chiffres aussi. Puis il y a des avantages et des inconvénients. Mais je pense que sacrifier tes marges au début, faut que tu sois quand même une business rentable et que tu sois en santé. Mais sacrifier tes marges au début pendant 2-3 ans. Puis il y en a qui passent leur vie complète de l'entreprise en sous-contraction. Quand tu as vraiment un bon partenaire en sous-contraction, tant mieux, puis garde-le proche de toi. Mais c'est ça dépend de ton plan puis de qu'est-ce que tu veux faire. Je pense pas qu'il y a une réponse, ça dépend vraiment de chaque entreprise. C'est quoi le produit aussi? Il y a des produits que ça se fait moins bien en sous-contraction parce qu'il y a beaucoup de frais, beaucoup de manipulation, des produits que ça coûte moins cher de faire à la base, fait que tes marges sont meilleures. Ça dépend. Nous, il y a beaucoup d'apprentissage à faire, ça fait juste 1 an, mais on va voir où est-ce que ça va nous mener. Là. Puis dans le monde du just-in-time, ces termes-là, est-ce que ça s'inscrit là-dedans ou est-ce qu'il y a un terme spécifique justement pour ce que vous faites, pour les gens qui seraient curieux, qui auraient un produit, qui aimeraient le lancer aussi de la même façon que vous? Premièrement, au Québec, on trouve que c'est vraiment difficile de trouver un sous-contractant. On dirait qu'ils se cachent tout, puis personne ne veut le dire, qu'ils font affaire avec des sous-contractants, tandis qu'on le sait très bien que la majorité commence en sous-contraction. Les grosses brands de ce monde ou les marques privées, peu importe, c'est tout en sous-contraction. Mais il faut juste poser les bonnes questions, puis vraiment s'asseoir avec ton co-packer, puis vraiment s'assurer de comprendre tous les frais, puis qu'il n'y ait pas de frais cachés, puis parce qu'ils sont bons là-dedans, là, tout peu importe, là, surtout en agroalimentaire, là, peu importe t'es qui, il va tout le temps avoir des frais cachés à quelque part. Fait qu'il faut juste... Exact. Puis il faut que tu comprennes qu'ils vont tout le temps essayer de... Ben, c'est normal aussi là, de faire des modifications pour que ça aille mieux à grande échelle, puis tout ça. Fait qu'il faut que ta recette soit prête à être produite en grosse quantité. Mais dans le fond, c'est que ça prend du temps. Il ne faut pas que tu sois pressé. Parce que si tu es pressé, nous, on a été chanceux, on l'était, mais finalement, ça a super bien tombé parce qu'on a un produit simple. Mais faut pas que tu sois pressé parce que ça peut prendre 5, 6, 7, 8 mois juste de test pour avoir un bon produit puis qu'il soit viable. Puis pas parce que tu as un bon produit que tu es capable de produire avec un co-packer que tu vas le vendre non plus. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant aussi. Puis aussi, votre produit, j'imagine, est-ce que le prix est quand même compétitif ou étant un nouveau produit, vous voulez sûrement faire des marges aussi, on vous devez manger. Est-ce que ça, c'est un défi? Ouais. Nous, on trouve que notre prix est compétitif. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'on peut pas compétitionner avec les grosses multinationales de ce monde. Fait qu'on est comme un 25% plus cher. On est dans les prix des autres salsas québécoises, mais en plus, on offre l'aspect environnemental, puis qu'on sauve 2 livres de légumes du gaspillage alimentaire. Puis toi, tu changes pas vraiment ton habitude de consommation. Là, un pot de salsa pour un pot de salsa, tu prends notre pot puis tu viens de sauver 2 livres de légumes. C'est sûr qu'on est un petit peu plus cher que les Tostitos de ce monde, mais faut être viable aussi parce que sinon, on serait pas là. Fait que le plus important, c'est d'avoir une marge saine. Comme ça, tu vas pouvoir en vendre puis rester en vie. Puis nous, l'important, c'est de sauver des légumes au long terme. Fait que au pire, je pense pas que la vélocité des ventes est là, malgré notre prix qui est 20% plus élevé. Puis je pense que les Québécois, de toute façon, sont rendus là. Ils aiment ça encourager local, puis tant mieux. Puis ça nous aide. Puis on voit vraiment la vague d'amour qu'il y a eu dans les 2-3 dernières années. Même si ça fait juste 1 an que l'on est en affaires. Tu le sens que les gens sont plus ouverts, sont plus sensibles à encourager le locaux, puis sont prêts à payer pour la qualité aussi. Puis, est-ce que tu as participé aussi à différentes initiatives de visibilité? Est-ce que ceux-là aussi ont aidé? Tu as parlé justement de l'engouement, tout ça, tu as fait de la radio. On n'est malheureusement pas le premier podcast. Est-ce que ça a eu un impact significatif à rejoindre les gens, la communauté? J'espère que oui. C'est dur à voir, mettons, on fait un podcast là, puis ça va air dans 2 semaines, je sais pas, puis de voir le lien direct qu'il y a entre l'apparition au podcast puis les ventes en magasin. Mais je pense que c'est tout le temps bon d'avoir la notoriété puis de parler de l'économie circulaire. Je pense que nous, c'est ça vraiment qu'on veut mettre de l'avant. Comme oui, on a un produit qui est bon, mais Pretty Ugly, c'est vraiment la mission qui vient avant tout, puis c'est tout le temps ça qu'on veut mettre de l'avant. Mais c'est sûr que ça a des retombées positives, là, que ce soit des followers sur Instagram ou juste une petite notoriété. Puis éventuellement, je pense que ça va être exponentiel, puis ça va s'aider. Puis à un moment donné, je pense qu'on va voir les retombées vraiment plus concrètes si on ramène ça aux ventes. Mais sinon, l'important, c'est juste de se faire connaître par tous les moyens possibles.
Et maintenant, la raison pourquoi on est ensemble ici aujourd'hui, c'est grâce à Matt et Jay de Oleka Ouais. Canva qui ont été Ouais. assez généreux de nous introduire. Peux-tu me parler un peu de comment tu as rencontré la cohorte Adopt Inc. un petit peu? Ouais, ça c'est super cool. Encore une fois, on a été très chanceux de se faire sélectionner dans la cohorte de Adopting. Adopting, dans le fond, c'est Nicolas Duvernois de Pure Volca et Anne Marcotte qui ont décidé de créer ce genre de groupe d'entraide-là pour accompagner des entrepreneurs. Fait que ça fonctionne par cohorte, justement. Je pense qu'on est une vingtaine cette année parmi des centaines d'applications. On a été chanceux d'être pris. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que, comme ça dit dans le nom, c'est qu'ils adoptent des entrepreneurs. Puis des fois, c'est souvent la business, mais là, oui, tu es lié à la business, mais ils adoptent l'entrepreneur. Puis ça fait vraiment que tu sens qu'il y a du support puis que tu es pairé avec un mentor. Nous, on est vraiment, vraiment chanceux. On a Marie-Josée Richard de chez Prana qui a décidé de nous adopter dans la cohorte. Puis ça nous aide souvent quand on est entrepreneur, on est un petit peu tout seul. Moi puis Liz, on est chanceux parce qu'on est en couple. Fait qu'on comprend ce que l'autre vit au quotidien, mais souvent ce qu'on entend, c'est que les entrepreneurs sont tout seuls. Puis je pense que peu importe t'es rendu où dans ton parcours entrepreneurial, tu vas tout le temps avoir besoin de coachs puis de mentors qui l'ont fait avant toi puis qui ont plus d'expérience. Puis ça vaut de l'or. Puis que ça soit juste parler à toi comme au podcast, que veux pas, t'es un entrepreneur, t'es dans le business, tu baignes là-dedans, que ce soit les gars de l'Eka Canva, même si on n'est pas nécessairement les deux en agro, on peut s'entraider puis apprendre de l'autre, de comment lui voit les choses ou de ses erreurs puis tout ça. Puis une cohorte comme Adopting, le réseau de contacts que ça t'apporte, c'est fou, c'est vraiment, ça nous aide au day-to-day, là. Puis comme je disais au début, on est tous là, puis même si Mathieu de Oleka, on s'est vu comme 3-4 fois, je suis sûr que je pourrais l'appeler puis aller prendre une bière, puis on dirait que le monde de la cohorte Adopting sont tous de même, là. On dirait qu'on se connaît depuis vraiment, vraiment longtemps, puis tout le monde s'aide, tu poses une question, il y a quelqu'un qui va te référer à quelqu'un, puis ça fait toute la différence. Je pense que le mieux tu t'entoures, le mieux c'est. Je pense pas que tu vas avoir trop de mentors, honnêtement, là. Ça a l'air de quoi la cohorte pour quelqu'un qui serait peut-être intéressé, qui pense que la compagnie aurait le potentiel de faire partie? C'est quoi l'engagement? L'engagement. Une à deux fois par mois, il y a des événements, un petit 5 à 7 ou des activités. Ils nous mettent en contact avec des firmes comptables ou d'avocats ou peu importe. Fait que ça se fait super bien. Je pense que tout le monde est capable de se dégager du temps pour une à deux fois par mois. Mais après ça, c'est appliquer puis faire le pitch puis se démarquer puis comprendre que ils investissent dans un profil entrepreneurial plus que la compagnie, je pense. Fait que s'ils voient qu'il y a quelqu'un, justement, la fibre entrepreneuriale, c'est ça qui va plus faire stand out la personne que l'entreprise. Fait que je sais pas, nous, on a appliqué puis on l'a eu tout de suite. Fait, on s'attendait zéro à l'avoir, là. On était même pas encore dans les légion, on était tout petit, on avait genre 15 points de vente. Fait que je pense que tout le monde peut tenter sa chance. Puis avoir l'opportunité. Et justement, partager dans la cohorte Adopting vos défis. Est-ce qu'il y en a eu qui ont marqué Ça a l'air de s'être bien passé so far, mais des petites bévues, des petits accrochages à travers le parcours? Pour nous autres, Ouais. c'est sûr que oui. C'est plus, vu qu'on est nouveau, peut-être un peu notre manque d'expérience des fois à gauche, à droite, que ça peut pas causer problème. Mais on apprend puis c'est normal. Mais c'est comme tout le monde, on a été frappé par toute la vague d'augmentation des prix à gauche, à droite, transport, les pots en verre, peu importe, comme tout a augmenté de 30-40%. Fait que ça nous a fait vraiment mal. Puis comme n'importe quelle compagnie, ton cash flow et tes marges, comme on disait tantôt, c'est le plus important. Fait que en ce moment, on est vraiment en mode plan détaillé, étape par étape. On sait où est-ce qu'on s'en va pour la prochaine année puis comment on veut retrouver nos marges qu'on avait avant. Mais sinon, à date, on touche du bois. Ça va quand même super bien, là. Mais c'est sûr qu'il va en avoir là, des bad luck puis des affaires. On espère que personne va avoir un produit pas bon, peu importe, là, mais à date, ça va super bien, là. Puis tu as mentionné plan détaillé, donc c'est peut-être ça un petit peu la clé. C'est peu importe l'impact qu'il va avoir, bien comprendre rapidement comment ça va affecter ton entreprise. Ouais, et je pense que quand tu es un entrepreneur, tu es tout le temps en problème. Faut tout le temps tu résous des problèmes, tu es tout le temps en résolution de problèmes. Solver, Ouais, exact. Fait que c'est juste ça de savoir qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, puis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, puis où est-ce que tu t'en vas, puis il faut tout le temps que tu penses moyen, court, long terme, il faut tout le temps que tu sois en avance parce que sinon, si t'es trop le nez collé sur le tableau et tu vois pas qu'est-ce qu'il y a autour de toi, ça va pas bien aller dans tes affaires, là. 100%. Puis, est-ce qu'il y a des bons coups que tu aimerais partager, des conseils, sinon, aux entrepreneurs qui
des bons coups. qui passent à travers ton chemin. Des trucs dont t'es fier, là. Ouais, ben, on est chanceux dans le sens que notre branding, Liz me dit le Liz est marketing. fière, le marketing. Mais ouais, j'avoue, c'est un très bon coup. Ça, on s'est bien entouré au début. On a juste commencé l'entreprise avec 10 000 $, puis on s'est dit, ben, le 10 000 $, pardon. Le 10 000 $, en agro, c'est tellement compétitif qu'on peut pas négliger le branding. Fait que, tu sais, on va pas aller sur Canva ou je sais pas quoi, puis sur Pinterest, puis essayer de faire un logo nous-mêmes, puis que ça soit broché à foin. Fait qu'on a pris cet argent-là, puis on a fait affaire avec une petite agence studio de graphisme et de marketing qui nous a vraiment aidé pour faire le branding, qui a vraiment compris comment on était, puis le produit final, ils l'ont mieux compris que nous autres, je pense, au début, parce qu'on voulait faire quelque chose de très sobre, que finalement, ça ne nous ressemblait pas vraiment, puis ça ressemblait pas au produit qui est comme full bubbly, rassembleur, gourmand, puis tout ça. Puis les filles nous ont vraiment bien accompagnés là-dedans. Puis s'il n'avait pas été là, je pense que le branding de Pretty Ugly Company n'aurait pas autant fonctionné dès le début. Il n'y aurait peut-être pas eu autant de traction que ça. Puis est-ce que tu veux donner un petit shout-out à l'agence? Ben oui, c'est le Billy Club Studio, sont super ces filles-là. Puis on est en train de penser à d'autres produits, puis c'est un no-brainer qu'on va... Ben, on est déjà en contact avec eux, là. C'est un no-brainer qu'on va faire encore affaire avec eux pour les designs de nos autres produits aussi, là. Puis est-ce que tu dirais que dans le monde des affaires en général, il y a des bonnes choses qui sont disponibles aux entrepreneurs, comme la Dump Inc. Juste avant le podcast, on parlait de le salaire de travailleur autonome qui est disponible, mais pas que tout le monde connaisse. Oui, exact. Il y a beaucoup de... Puis tant mieux, il y a beaucoup de subventions, d'aides aux entreprises. La seule affaire, c'est qu'ils sont durs à trouver. On dirait qu'ils sont là, mais personne ne veut le dire qu'ils sont là. Fait que faut tout le temps que tu grattes, puis bien que tu apportes ton projet, puis tout ça. Mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans qui peuvent accompagner les jeunes entrepreneurs. Il y a beaucoup de bourses et de concours. Nous, on a été chanceux de gagner la bourse du MEI pour l'entreprise innovante de la Montérégie. Fait que ça, c'est une bourse de 25 000 qui nous a vraiment aidés. Puis sinon, comme on disait, ben, il y a le STA qui est le support au travail autonome. Je pense que même, c'est pas juste des entreprises. Là, si tu veux te partir une firme comptable ou une firme conseil, peu importe, tu peux appliquer là. Puis je pense que c'est une des seules subventions salariales pour les entrepreneurs qui existent. En tout cas, nous, si les gens en connaissent, appelez-nous parce qu'on en a besoin. Mais je pense, tu sais, ça l'aide, c'est mieux que rien, mais ça te permet de te concentrer vraiment plus sur ta business que devoir penser à comment tu vas payer ton loyer, là, malgré que c'est pas grand-chose. Là, ça fait, faudrait qu'ils revoient un petit peu la location à louer, mais ça nous aide vraiment beaucoup. Fait que le sport au travail autonome, il y a des bourses, il y a des accélérateurs dans plusieurs régions du Québec, là, que ce soit... le PME Montréal ou le DEL, qui est le développement économique de Longueuil, que nous, on a été chanceux d'avoir à nos départs, qui nous a aidés. On n'avait même pas le branding fini, la recette n'était pas finie, puis on a appliqué, puis on a été accepté dans la cohorte du DEL. Puis ça venait avec une petite subvention, puis beaucoup de support avec d'autres coachs puis d'autres entrepreneurs. Fait que je pense que si les jeunes entrepreneurs, moi je pense que mon conseil, premièrement, ça serait de sors-le ton produit, parce que c'est vraiment les gens qui vont te dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon ton produit, puis sans le faisant goûter, que ce soit un service ou un produit consommable, c'est en écoutant ce que les consommateurs vont dire que tu vas pouvoir ajuster tes affaires, ta recette, ton pitch, ton storytelling, puis tout ça, puis de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, puis d'aller dans ces incubateurs-là, puis applique pour toutes les bourses, et au pire, ils vont dire non, puis c'est tout, là. Fait que... Comme tu as fait aussi à la base avec le bol de salsa. Ouais. De ta sauce, c'est celui compétiteur. Ouais. Let's go, on y va, on l'essaye, puis garde, c'est bon, puis s'il y a des trucs à modifier, ben c'est là que tu vas le savoir, tu sais, c'est pas le temps de le savoir à grande échelle, tu sais, notre produit, on l'a testé early on, on l'a dit, garde, au mois d'août 2021, on l'a fait la recette, puis on est allé dans des marchés, on est allé au marché Jean Talon, des petits marchés publics, puis on a commencé à faire goûter notre produit aux gens, parce qu'on voulait juste s'assurer que c'était pas juste ma mère qui me disait que j'étais beau puis que j'étais bon. Tu sais que le produit, il y avait vraiment du potentiel. Fait que rapidement, on a essayé de faire ça le plus lean possible, au plus petit frais possible, à petite échelle. Fait qu'on a fait un petit test de marché dans comme une dizaine de points de vente, puis on faisait goûter notre produit dans des marchés. Puis on a ajusté le tir sur quelques affaires. Puis après ça, ben ça fait que ça minimise ta marge d'erreur quand tu déploies à grande échelle, parce que si on n'avait pas fait goûter notre produit avant, puis on n'avait peut-être pas fait les ajustements qu'on fallait qu'on fasse, ben après ça, si tu lances dans toutes les 300 IG au Québec, puis finalement, ben ton produit n'est pas bon, ben tu as juste une chance, tu sais. Ça, ouais. OK.
C'est des bons conseils, je pense, pour les entrepreneurs qui écoutent un petit peu. Ça nous amène tranquillement à notre dernière section. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Toujours les belles visites en cuisine avec Karine, j'adore. Donc, Je l'engagerais, moi, ouais, hein? en production. Ouais, ça. C'est vrai, hein? J'aime bien ça. Je travaille en restauration en plus. Ah ben là. Ça tombe super bien. Mais dans le fond, la dernière section, l'idée, c'est du pain sur la planche. C'est quoi les tendances que vous percevez dans le marché? Tu as parlé de potentiels nouveaux produits. Brocoli, peut-être. on va du verre là-dedans. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Nous, qu'est-ce qui s'en vient pour Puy Ugly, c'est de se faire connaître, premièrement. Mais nous, on a une vision pour créer des produits, c'est on essaie de regarder qu'est-ce qui se gaspille le plus, puis de penser à un produit qui pourrait régler ce problème-là, puis pas l'inverse, de dire « Ah, mais on veut partir un smoothie, puis après ça, tu essaies de trouver ce qui se gaspille. » On veut vraiment faire l'approche inverse pour être sûr qu'on maximise notre impact environnemental. Puis l'important aussi, c'est que le produit soit bon. Mais là, c'est sûr qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent pour Puy Ugly en 2023. Je le cacherai pas qu'il y a un super bon complément qui va avec la salsa, puis qu'on n'a pas encore, mais que ça peut se tremper dedans. Fait que ouais, on aimerait ça sortir des croustilles. On est encore en train de penser à ça, mais je pense que ça s'en vient avec un aspect d'économie circulaire. Puis je pense que plus que tu as de produits et de visibilité, je pense, le plus que ça l'aide ta brand. Puis nous, c'est vraiment de maximiser le nombre de légumes qu'on sauve, de se faire connaître, puis de faire plus de podcasts. Tu fais quoi la semaine prochaine? Un autre. Quand les croustilles sont là, on sera prêt. On va pouvoir goûter. Ouais. Mais justement, les croustilles, c'est une autre game. Quand vous apportez un nouveau produit, comment vous assurez qu'il y a le même succès que le premier produit? Si vous êtes fort en salsa, qu'est-ce qui vous dit que vous allez être bon en croustilles, ou est-ce que vous allez comme vous associer à quelqu'un qui fait des croustilles? Comment on va c'est une très bonne question. On n'a pas... là, on commence à avoir l'expérience à comment un petit peu runner la business, puis être capable de véhiculer le message de Puy Ugly, mais sortir des produits, c'est un autre game aussi qu'on commence à apprendre, puis justement, l'importance de se faire conseiller de comment le faire, de comment faire ta commercialisation, comment faire ta recherche et développement, tout ça. Mais évidemment, nous, on va commencer en sous-contraction avec les chips. On essaie de regarder des gens qui peuvent nous aider à créer un produit qui nous ressemble, qui est bon, puis qui va sauver quelque chose de l'environnement. Puis après ça, c'est je pense de bien faire ton étude de marché, puis ta commercialisation de ton produit, puis tout ça. Mais je pense que ça passe par le message de Puy Ugly. C'est important pour nous autres d'avoir un brand qui est fort. C'est pour ça que c'est The Puy Ugly Company, parce qu'on le sait qu'on va avoir d'autres produits. Fait qu'on pense que si notre brand mère, si tu veux, est fort, les autres produits devraient bien aller. C'est sûr que la vélocité de chaque catégorie, chaque produit est différente, mais on se dit que là, les chips, je pense pas qu'on peut se planter tant que ça. C'est tellement collé avec la salsa, puis ça va bien avec la salsa, fait que je pense que ça va bien aller. Mais si on part dans quelque chose de flyé qu'on connaît pas du tout, là, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup d'études puis de regarder tout ça. Et est-ce que le Québec, pour l'instant, ça convient à vos ambitions, mais est-ce que vous regardez ailleurs aussi? Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là, on a pris un nom anglais principalement pour ça, aussi parce que c'était accrocheur, ça dérangeait, puis ça représente en 2 mots exactement ce qu'on fait. On prend des trucs clés, puis on fait quelque chose de beau avec. Fait que Puy Ugly. Puis c'est sûr qu'après ça, le Canada anglais, éventuellement dans quelques années, les States, ça c'est une autre bébite en soi. Mais je pense qu'on a un brand qui va être facilement exportable. Oui, exactement, avec le nom, tu sais. Il y a peut-être des gens qui, loi 101, ils n'aiment pas. Ça, c'est un pays bilingue. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un défi. Je pense que pour chaque email qu'on reçoit de clients fâchés qui envoient ça de son iPad un dimanche matin en buvant son café, il y en a une vingtaine qui sont super contents. Puis habituellement, quand on fait des trade shows, des marchés et tout ça, ce qui ressort le plus, c'est que le branding est nice puis que le nom est accrocheur puis que ça fait différent. On voulait pas, surtout avec la salsa, on voulait pas se peinturer dans un coin puis essayer de faire un genre de produits mexicains classiques, fiesta mexicaine, comme tous les produits de salsa font depuis comme 20 ans, mais dans le fond, ça goûte zéro la salsa traditionnelle, puis on voulait pas prétendre qu'on est mexicain non plus. Fait qu'on voulait faire un brand jeune, un petit peu plus épuré, plus gourmand, puis que si on veut sortir d'autres produits qui n'ont pas rapport avec la salsa, il n'y aura pas de problème. T'sais. On pourrait sortir n'importe quoi, n'importe quand.
Puis on serait pas peinturé dans le coin de la Fiesta Tostitos. Là. Puis justement, tu as mentionné le point mexicain. Est-ce que vous avez comme vous sentiez le besoin de visiter le Mexique et découvrir la salsa, ou vous voyez ça vraiment comme un produit qui est maintenant mainstream, qui n'est pas nécessairement associé à la culture mexicaine? On aimerait ça aller au Mexique pour le fun, puis on va essayer de passer ça en recherche et développement, mais ça, c'est une autre affaire. mais c'est sûr que c'est associé, veut pas, là, les tacos, puis tout ça, les tortillas, les nachos, mais je pense pas que c'est juste... Je pense pas que c'est indissociable. Fait que on peut mettre ça sur tes œufs le matin, sur du poisson, tout ça, mais veut pas, c'est sûr que C'est ça inévitable. rapport là, à ça, vient c'est de là. inévitable, puis c'est bien correct aussi, puis tant mieux. Mais nous, on voulait pas juste s'associer à ça, parce que, ça, comme je disais, si on veut sortir d'autres produits qui n'ont pas tout rapport, on voulait que ça soit normal pour le consommateur, qu'il y ait une continuité dans le brand. Ok, intéressant. C'est ce qui m'amène tranquillement à notre question fatidique, la question qui tue. Guillaume Lepage sort du placard. C'est ça. La question qui tue. Un rime plus dramatique pour celle-là. Donc, ma question qui tue, c'est bien simple. On les a comme évité de nom un petit peu, on est passé autour, mais quand on pense croustille, le nom, il faut le chercher, mais il y a un nom qui vient d'abord. Quand on pense salsa, c'est Tostitos, qui ont comme une hégémonie, je pense, assez globale. Comment faire sa tête devant un produit qui est comme Frigidaire, un peu, qu'on a remplacé pour les réfrigérateurs? C'est une bonne question. Je pense que nous, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire, puis de s'assurer que la brand a rempli sa mission d'économie circulaire, puis qu'on se fasse connaître, puis qu'on soit capable d'être présent dans plusieurs points de vente, puis que ça aille bien. Puis après ça, on s'en fout. Pas qu'on s'en fout, mais il faut pas trop se concentrer à eux ce qu'ils font, puis d'être juste nous-mêmes, puis d'être véridique, puis d'être transparent, puis d'avoir du fun en le faisant. Puis, on n'est pas là pour chercher nécessairement un exit, là, comme tout le monde dit, puis tout ça. On est là pour avoir du fun, puis avoir une brand qui nous ressemble. Puis après ça, si on est capable d'être un petit caillou dans leurs souliers, puis qu'on les gosse, puis tout ça, tant mieux. Là, je pense que les multinationales se font enlever de plus en plus de parts de marché dans peu importe la catégorie, parce que les gens sont un petit peu tannés de ces produits-là faits ultra commercial qui goûtent un peu l'industriel, le chimique, tout ça. Et nous, on a été capable de prendre une recette puis un produit, puis vraiment de garder l'essence du home cooking qu'on avait, puis de la mettre à grande échelle. Fait que nous, c'est ça, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire, puis tant mieux si on attire leur attention. Puis sinon, je pense pas qu'on peut se comparer parce qu'on a zéro les mêmes moyens financiers, là. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis est-ce que si, mettons, Tostitos, grâce à vous un peu, arrive avec un produit d'économie circulaire, vous allez faire comme ah ouais? Ou Là, vous voyez ça comme positif? C'est sûr que ça ferait chier, mais si eux ils le font, ça veut dire qu'on avait une bonne idée à la base, fait que tant mieux. Puis, ouais, puis d'une certaine façon, eux, ils peuvent être. Finalement, c'est eux qui se retrouvent avec la pâle imitation de ce que vous faites vraiment vous bien aussi. Exact. Puis habituellement, c'est pas les grosses multinationales qui sont les plus innovants non plus. Fait que ça m'étonnerait qu'ils le fassent, malgré que ça serait bon pour la planète tout entière. Là. Fait que s'ils le font, tant mieux pour vrai. C'est vrai. Dans chaque côté, il y a un positif, je pense. Ouais. Puis ça m'amène à ma dernière question importante du podcast. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain, selon toi? Je pense que de plus en plus, oui. Je pense plus qu'on est né pour un petit pain. Puis quand tu regardes dans différents domaines, là, que ce soit Moment Factory, le Cirque du Soleil, on dirait que c'est vraiment, on est super créatif au Québec, peu importe le domaine. Puis je pense que de plus en plus, on s'en rend compte. Puis je pense qu'on joue dans un monde qui a de moins en moins de frontières, que ce soit du commerce en ligne ou de la production média, peu importe. Je pense que les gens comprennent que oui, c'est vraiment important de jamais renier d'où est-ce que tu viens, puis tout ça, mais d'utiliser comme un tremplin. Je pense qu'on est de plus en plus axé vers ça, puis tant mieux. Là, pourquoi ça serait juste des brands internationales ou des brands anglophones qui auraient le droit de le faire? Pourquoi pas nous? On est aussi bons, sinon meilleurs. Fait que let's go. Là. Je pense que tout le monde mérite de connaître le Québec. Puis je pense que justement, nous, quand on a un nom anglophone, souvent on le dit, notre but, c'est de faire rayonner Montréal, puis le Québec, que ce soit dans le Canada anglais ou aux States, c'est tant mieux, là, parce qu'on vient d'ici. Fait que indirectement, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. J'aime bien quand tu as Ouais. dit ça. Et est-ce qu'il y a des ressources ou des livres, des vidéos YouTube, parce que tu sais, on est en 2022, pour les inclure aussi, qui t'ont inspiré dans ton parcours, que tu aimerais que
la relève entrepreneuriale bénéficie. Moi, j'ai bien aimé dans les livres Ramping Up Your Brand de Dr. Robertson, je pense. Il faudrait que je regarde son nom. Mais c'est super bon. Là. C'est un livre qui est vraiment pratique, down to earth, qui n'a pas trop de flafla. Le gars, il connaît vraiment ses affaires, surtout en CPG. En agro, là, il est vraiment, vraiment top. CPG qui veut dire? Consumer Packaged Goods. Fait qu'il y a des produits qui sont prêts à manger, qui sont disponibles sur les tablettes. Il est super bon. Sinon, le podcast de Mike Falla sur Spotify, qui est vraiment une sommité dans le monde des affaires, surtout dans le CPG. Puis c'est un Canadien, justement. Il invite plein d'autres entrepreneurs, puis il pose des bonnes questions. Puis après, il y a tout le temps un Q&A avec des gens qui sont je pense, sont sur Clubhouse, puis ils posent vraiment des bonnes questions. Ah ouais, nice. Ouais, puis vraiment des bonnes questions techniques. Souvent, dans des livres en affaires, ce qui me gosse un peu, c'est que c'est beaucoup de flafla, puis de bragging, puis tu peux pas vraiment l'appliquer à toi. Tu sais, OK, ça peut être motivant, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres ou de ressources qui t'aident vraiment avec des vrais chiffres ou des trucs concrets qui vont donner une structure ou peu importe. Ces deux outils-là, moi, je les recommande. Là. D'ailleurs, Mike Falla, il y a un site web avec des templates de comment calculer tes costs, puis tes affaires, puis tes prédictions, puis ta vélocité. Fait que, qui donne gratuitement? Qui donne gratuitement, ouais. Il y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais lui, c'est vraiment une légende. Là. J'aime. Ouais, wow, c'est vraiment pourquoi cool. il est. Ouais. C'est vraiment chouette. Deux ressources qu'on va inclure justement dans la description, Ouais. qui pourraient être super intéressantes. C'est pas mal ce qui nous amène à la conclusion du podcast. Donc, j'aimerais te remercier de t'être prêté au jeu, d'avoir partagé toute cette expérience. C'était super intéressant. Merci. Mais merci à toi. Toujours un plaisir. Moi, j'ai une grande gueule, fait que ça me dérange pas de parler, mais super cool pour vrai. Là, toujours un plaisir. C'est chouette. Puis on remercie aussi Matt et Jay de Les Canva pour l'introduction. Ouais, vous avez merci été à Matt. Très sharp. Un super bon épisode aussi si vous voulez aller le voir. Et encore une fois, j'invite à visiter justement les sites et différents réseaux sociaux de Pretty Ugly Company. Allez les retrouver soit dans un magasin local ou chez IGA. Ouais, IGA, section fruits et légumes, c'est important de le dire. Puis sinon, c'est ça. Facebook, LinkedIn, Instagram, on est partout. Là. Vous êtes là? Okay. Ouais. Super ça. Merci encore une fois. Puis sinon, nous, on se revoit. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.